longue, puisque je vois que Diego aura beaucoup de choses à développer, en plus avec un diaporama qu'on a enfin réussi à installer. Voilà, donc voilà, Diego Arrabal est venu quasiment en voisin, puisqu'il habite en Haute-Garonne, je pense, mais qu'il est né à Bagnères de Bigorre. Mais bon, on reste dans l'Occitanie. Il est universitaire, militant syndical et aussi intervenu dans une radio. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, et bon, ce qu'il aime beaucoup, ce sont les romans policiers. Et chacun sait que les romans policiers sont une manière de dévoiler les plaies de nos sociétés. Et je crois que là, on va être en plein dedans. Donc là, au travers d'un roman policier qui est son dernier sorti, qui s'appelle Le jour de colère, on va aborder un sujet qui, c'est vrai, n'est pas toujours très connu. C'est là la tragédie des bébés volés pendant le franquisme. Et bon, je ne vais peut-être pas me dévoiler, puisque Diego va tout nous expliquer. C'est vrai que, comme le rappelait René, on est toujours dans une question malheureusement trop d'actualité. On est dans une ville dirigée par un maire RN, et dans le département, malheureusement, Marine Le Pen a fait des scores tout à fait exceptionnels. Je crois qu'on voit malheureusement là les effets délétères de la banalisation du Front National. Et je crois que c'est toujours salutaire de revenir sur des périodes très sombres, et que Nicole Ray le rappelait tout à l'heure pendant l'hommage à Francine Sabaté à la préfecture. Ça commence comme ça par la banalisation, puis après ça peut aller beaucoup plus loin malheureusement. Donc voilà, à toi. Je peux parler plus fort, bon il y a le haut-parleur et le micro, mais je peux aussi parler plus fort. J'ai l'habitude de parler devant des auditoires, dans des amphis, et généralement je parlais sans micro, dans un amphi de 300, 400 étudiants, et ceux du dernier rang m'entendaient encore. Bon, moi après j'avais peut-être un peu moins de voix. Je vais vous parler là, comme vous a présenté Nicole, d'une tragédie qui s'est déroulée entre 1937 et 1986, c'est-à-dire qu'elle a couvert à la fois la période de la guerre d'Espagne. Alors vous allez m'entendre parler de guerre d'Espagne et pas de guerre civile, parce que la guerre d'Espagne est en fait, pour moi, le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre d'Espagne est le prélude de cette guerre mondiale, et c'est une guerre qui ne s'est pas faite qu'entre Espagnols. Il y avait aussi le clan fasciste, qui lui était soutenu et par Mussolini, l'armée de Mussolini, mais aussi par l'armée allemande, notamment l'aviation allemande. Donc c'est une guerre qui, dès le début, a 3 belligérants contre un régime régulièrement élu. Et donc, durant cette période de la guerre d'Espagne, donc entre 1937 et 1986, donc largement encore après la fin du franquisme, ou du moins la fin officielle du franquisme, puisque Franco meurt en 1975, on a eu quelque chose qui s'est passé qui était vraiment très grave, qui est considéré comme un crime contre l'humanité. Il s'agit de l'enlèvement d'enfants de républicains espagnols, dans un premier temps, puis ensuite je développerai dans mon exposé un certain nombre de choses. Enlèvement d'enfants et de républicains et d'opposants politiques, et puis ça va perdurer jusqu'en 1986 avec d'autres types de populations, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors je vais vous présenter cette conférence que je vais essayer de faire brève, donc s'il faut couper, vous me faites signe, parce que j'ai tendance, il y a juste une page, mais je suis capable de parler pendant 3 heures sur une page, donc je vais essayer quand même de tenir une demi-heure, 3/4 d'heure au grand maximum, que vous ayez la possibilité aussi de poser les questions, d'intervenir, de réagir par rapport à ce que je vais dire. Donc je vais aborder cette question en 3 phases. La première, c'est de décrire les 3 phases de cette tragédie, donc qui sont des phases qui vont de 1937 jusqu'à 1986. Donc de décrire les 3 phases qui recouvrent cette période-là, qui est une période de 50 ans quand même, c'est pas rien. Deuxièmement, je vais
vous présenter et expliciter quel est à la fois le contexte et les objectifs politiques de ces enlèvements, puisqu'il y a une réelle pensée politique et une organisation qui n'est pas due au hasard, mais qui est réellement construite sur une idéologie et sur une forme de pensée. Donc je vais le présenter. Et puis, quelque chose d'assez étonnant quand même, et c'est sur cela que je conclurai, du moins que je terminerai, puis après je conclurai, mais c'est tout ce qui concerne la résistance du Royaume d'Espagne, encore aujourd'hui, à reconnaître ce crime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, ce crime n'est pas reconnu encore par le Royaume d'Espagne comme étant un crime contre l'humanité. Et donc je conclurai sur quelques petits points, et notamment les quelques avancées rares et fragmentaires qui ont été réalisées par rapport à cela. Alors les trois phases de la tragédie. En fait, cette tragédie, elle s'est déroulée sur trois moments différents. Premier moment, on peut l'établir en gros, entre 1937 et 1950. 1937, c'est, je dirais, l'installation du régime des factieux sur un certain nombre de régions d'Espagne, et où commence alors quelque chose qui est de l'ordre de la chasse des rouges, entre guillemets, sous-entendu que derrière les rouges, bien entendu, on peut parler de communistes, mais dans la réalité, on a un éventail très large qui va effectivement des communistes d'un côté, des anarchistes, etc., mais aussi des gens du Parti socialiste espagnol, mais aussi des républicains de droite, qui sont eux aussi poursuivis parce que républicains. Et sous cette terminologie de rouge, on a cet ensemble-là qui est stigmatisé. Durant cette période, donc qui est dans la période 37-39, puis ensuite 39-50, on va avoir une chasse systématique à tous ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, soutenu, ont vécu la République et ont donné quelque chose pour la République. Il y a une chasse de ces personnes-là, et chaque fois que les troupes factieuses rentrent quelque part, il y a une chasse de ces personnes-là, une chasse de tous ceux qui sont soi-disant rouges, et on va, dans le pire des cas, les fusiller, dans le meilleur des cas, on va les mettre dans des prisons. Mais je reviendrai tout à l'heure sur cette question de l'emprisonnement. Mais cette chasse et cet emprisonnement, il va toucher non seulement les hommes, mais aussi les femmes, et aussi les enfants. Ne pas oublier aussi qu'une des armes de guerre traditionnelles, même si dans nos armées modernes on fait silence dessus, une des armes de guerre traditionnelles, c'est le viol. Et qu'il y a dans ces régions-là, conquises par les fascistes, un certain nombre de femmes qui sont violées systématiquement, et c'est une culture... Et c'est vraiment une culture et une forme, je dirais, de lutte contre les opposants politiques. Donc, le viol. Ça a une conséquence, c'est que dans les prisons franquistes, un certain nombre de ces femmes qui ont été violées vont avoir des enfants. Et ces enfants, comme ils viennent de femmes qui sont soi-disant des républicaines, donc on les considère comme des républicains. On ne va pas faire de détails, on ne va pas se poser de questions par rapport à ça. Il faut tenir compte aussi, durant cette période, au moment où les troupes fascistes arrivent quelque part, donc elles vont, notamment tous les hommes, elles vont soit, pour les moins valides, les mettre au travail ou les emprisonner, et pour certains qui sont soupçonnés d'avoir servi la République, ils seront fusillés, et leurs garçons, c'est-à-dire les enfants mâles ayant plus de 13 ans, seront eux aussi, feront partie des fusillés. Je rappelle juste que durant la guerre d'Espagne, il y a 1 300 000 personnes disparues
c'est-à-dire dont on ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus, puisqu'ils n'ont eu ni sépulture ni rien, et qu'ils sont dans des fosses communes, qu'on découvre au fur et à mesure depuis maintenant une quinzaine d'années, et de façon un peu plus régulière depuis la loi de Memoria, qui a été votée il y a 7-8 ans, et qui permet l'exhumation. Mais il y a 1 300 000 personnes qui ont disparu de la surface de l'Espagne, quoi. Et c'est aussi bien des hommes que des femmes et des enfants. À la fin de la guerre, donc en 1939, l'Espagne compte 3 millions de prisonniers. C'est-à-dire que les troupes franquistes, en plus des gens qu'elles ont éliminés, elles ont 3 millions de prisonniers. Il est clair que 3 millions de prisonniers, pour vous donner une idée, l'Espagne, au moment de la contienda, c'est-à-dire du conflit qu'est la guerre d'Espagne, c'est 24 millions d'habitants. C'est un 8e d'Espagnols qui est sous les verrous. C'est-à-dire que là, du point de vue pratique, il est quasiment impossible de les mettre dans des prisons, parce que les prisons ne suffisent pas. Donc on va les mettre dans des prisons. Une fois que les prisons sont pleines, on va les mettre dans des casernes militaires, et puis on va les mettre dans des couvents. Et là, c'est plutôt les enfants et les femmes qu'on va mettre dans les couvents. Et on va les mettre aussi dans des camps de travail. Quasiment 2 millions de travailleurs ont travaillé en travaux forcés, notamment pour construire ce qui fait la fierté de bon nombre d'Espagnols encore aujourd'hui, alors qu'ils ignorent comment ça a été fait. La fierté, c'est toutes ces retenues d'eau qui permettent l'irrigation dans le sud de l'Espagne. Toutes ces retenues ont été construites par des travailleurs forcés. À peu près 2 millions de travailleurs, dont globalement 10 à 15% sont morts sur ces chantiers. À la fin de la guerre, se pose la question aussi de comment gérer cette masse énorme de prisonniers. Gérer 60 000 ou 70 000 prisonniers de droit commun, je veux dire, on sait faire, hein, c'est quand même relativement petit par rapport à un pays. Gérer 3 millions de personnes, c'est énorme. Donc on va les mettre dans les endroits dont je vous ai parlé, mais on va aussi construire ou constituer des structures particulières qui sont, parce que là je me rends compte, voilà, l'épuration. On va aussi mettre en place ce qu'on appelle des patronatos de recensión por el trabajo, qui sont en fait des lieux de travaux forcés. Ça c'est fait et ça fonctionne sous la direction d'un jésuite qui s'appelle Pérez de Pulgar, qui est le grand initiateur et qui a écrit énormément de textes là-dessus pour théoriser, justifier comment, à travers le travail, des gens qui se sont fourvoyés dans cette idéologie qui veut mettre à bas les régimes des possesseurs de la terre, etc., c'est-à-dire qui veut changer le monde, comment ces gens-là qui se fourvoient, puisqu'ils veulent changer le monde, le monde a été créé comme il faut, hein, il n'y a pas besoin de le changer, donc ces gens-là, il faut les faire s'amender, et on va les faire s'amender à travers le travail. Donc c'est lui qui va avoir cette grande idée de mettre en place ces patronatos, et ça va être énormément appuyé par le directeur général des prisons, Máximo Cuervo Radigales, qui est le directeur général des prisons à cette période-là, et qui va appuyer, parce que ça lui permet, lui, d'avoir des prisons, mais, je dirais, moins difficiles à gérer. Hein. Ça, ces camps de concentration. La question qui va se poser à ce moment-là, c'est, effectivement, les femmes, on va les mettre dans des couvents, ça va. Les hommes, on va les faire travailler, ça va. La question, qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Parce que les enfants, ils ne sont pas en état de travailler. Je veux dire, quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, on ne va pas trop les faire travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Et c'est là l'idée, soit de les intégrer dans des couvents avec leur mère, mais dans des couvents différents, séparés de leur mère,
où ces enfants subiront un lavage de cerveau, on va les faire haïr leurs parents, etc. Et d'ailleurs, une des grands leitmotifs qui revient, c'est la joie que ces systèmes de rédemption pour les enfants portent leurs fruits parce que les enfants conspuent leurs parents d'avoir été aussi horribles, d'être des rouges horribles, etc. etc. Et puis, il reste les tout petits enfants, sous le 4 ans, 3 ans, etc. Puis tous ceux qui naissent suite au viol, ou simplement qui naissent normalement parce que les mères, elles étaient enceintes et que les enfants naissent dans les couvents, etc. Reste la question de ces enfants-là. Et on va la trancher d'une façon relativement simple, c'est en confiant ces enfants, bien entendu contre les espèces semantes et trébuchantes, à des cadres du régime franquiste, en mal d'enfants dans certains cas, dans d'autres cas simplement pour que la famille, au lieu d'avoir 7 enfants, elle en ait 9. Voilà. C'est quand même bien des très très grandes familles, surtout quand on a aussi peu d'argent que l'Espagne au sortir de la guerre. Mais bon. Et donc on va les donner à l'adoption à les cadres du régime. Globalement, toute cette période, elle va être difficile à analyser pour les historiens par la suite, parce qu'il y a une volonté à la fois, je dirais, délibérée, mais aussi par la force des choses. Vous imaginez bien que gérer 3 millions de personnes, ça demande une administration efficace, ce qui n'est pas le cas des troupes militaires. Elles sont capables de tuer, de là à tenir des registres et à faire de la comptabilité, et puis de savoir quel est l'état civil des gens qu'ils ont dans les camps, ils s'en fichent un peu. Donc ce qui fait qu'il y a, à la fois pour des raisons matérielles, mais aussi pour une raison délibérée, et ça j'en parlerai tout à l'heure sur le contexte et l'idéologie qu'il y a derrière, il n'y a quasiment pas de registre. Donc on ne sait pas quels sont les enfants qui sont nés dans les camps, dans les couvents, on ne connaît pas les enfants, on ne connaît pas leur filiation, et donc on ne sait pas combien il y a d'enfants qui ont été placés. La seule chose que l'on sait, c'est qu'entre 1940 et 1943, donc 45, pardon, 30 000 enfants ont été placés dans des institutions religieuses, puisque eux ont été repérés et identifiés et portent un nom de baptême religieux. Donc on sait qu'il y en a eu 30 600. Voilà. Et aujourd'hui, ça c'est la seule chose qu'on sache. En revanche, tous ceux qui ont été confiés à des familles ou qui sont morts aussi, hein, mais tout cela, on n'a strictement aucune idée de combien ils sont. Tout à l'heure, quand j'aurai terminé cette partie-là, je vous dirai quel est le volume que ça représente en tout sur 50 ans, mais un volume quand même qui n'est pas négligeable. Deuxième période, donc là c'est une période purement politique, hein. Deuxième période, ça va être une période politique, mais qui est, je dirais, plus large. On est entre 1950 et 70 dans une période de confortement du régime franquiste. Ce régime, à partir des années 50, est reconnu internationalement, ce qui n'est pas le cas jusqu'en 48-49. Il est reconnu à partir de 1949, donc dans les années 50, c'est devenu un régime, je dirais, fréquentable. On a laissé tomber toute velléité de lutter contre et de faire tomber Franco au moment où l'ensemble des pouvoirs fascistes sont tombés en Europe. Il ne reste que Franco et Salazar, lesquels on ne touche pas. Franco parce qu'il a eu, comme Salazar, la bonne idée de dire « je suis neutre ». Et qu'il a eu le nez creux de ne pas trop s'engager vis-à-vis des demandes d'Hitler. Alors que Salazar, dès le départ, avait dit « moi je suis neutre et je ne veux pas rentrer dans ces conditions-là ». Donc on est là, j'allais dire, sur une période qui conforte ce régime dictatorial. À ce moment-là, ce n'est plus les enfants des républicains qu'on va viser, puisque en l'espace de 10 ans, 13 ans, on a eu le temps de bien écrémer. Là, on va commencer à s'occuper de tous ceux qui, dans la société espagnole, vont montrer insuffisamment de zèle à soutenir le régime.
Donc on va plutôt s'orienter vers ce qu'on appelle les réfractaires, c'est-à-dire des gens qui, certes, ils ne prônent pas la République, certes, ils ne disent pas qu'ils sont anti-franquistes, mais ils traînent les pieds, on appelle ça des réfractaires, des gens qui commencent à s'organiser, des gens qui commencent à utiliser un certain nombre d'outils comme les peñas, etc., c'est-à-dire les lieux de rencontre, qui sont des lieux de quadrillage de la société, mais ils les utilisent, j'allais dire, pour faire un peu de résistance sans trop le montrer. Donc ces gens-là, on va quand même les viser. Et puis on va surtout viser quelque chose qui heurte l'idéal moral de l'Espagne, national-catholicisme quand même. Ce qui heurte le moral, c'est les femmes qui, sans être mariées, ont des enfants, celles qui n'ont pas assez d'argent pour s'en occuper, celles qui se prostituent, parce que malgré tout, dans la réalité, même si la prostitution est interdite en Espagne et soi-disant n'existe pas, dans les faits, des femmes se prostituent pour survivre. Et puis il y a des femmes qui n'ont pas de mari, parce que quand on imagine la saignée qu'a représentée la guerre d'Espagne, il faut voir que ça fait aussi un déséquilibre démographique extrêmement fort au bénéfice des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, donc elles se retrouvent seules. Ça ne les empêche pas d'avoir envie d'avoir une relation, ça n'empêche pas les relations adultérines, ça n'empêche pas les enfants, etc. Donc ça va être, durant cette période de 1950 à 1970, les cibles principales. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ceux qui étaient les purs et durs, maintenant on vise ceux qui, j'allais dire, ne sont pas les purs et durs fascistes. Donc on a enlevé les purs et durs méchants, ceux qui étaient contre nous, et puis là, il reste, par rapport aux fascistes, les gens qui sont tièdes. Donc ceux-là, il faut les écrémer aussi. Donc ça va être cette période-là, qui est une période où il y aura moins de vols d'enfants, mais qui continue. Et troisième période, c'est la période de 1970 à 1986. Alors cette période-là, elle est à cheval sur la fin du franquisme. Le franquisme se délite. Franco a réussi à se maintenir au pouvoir par un subtil jeu de mise en concurrence des structures politiques, militaires et policières. C'est-à-dire qu'il met en concurrence les organes de contrôle, il met en concurrence les organes de répression, etc. C'est-à-dire que tantôt c'est l'armée qui va être privilégiée, et puis à un moment donné on va privilégier la police politique, et puis à un autre moment on va privilégier l'Opus Dei, qui est, je dirais, la phase un peu plus libérale de la pensée économique. Donc il va jouer sur les antagonismes entre les uns. À certains moments il va privilégier la phalange, la phalange il va jouer sur cela pour pouvoir se maintenir au travail, au pouvoir. Mais ce maintien au pouvoir, il se fait par des concessions. Alors, d'un côté, il va y avoir des situations extrêmement violentes, avec la répression politique qu'il y a, avec les exécutions d'un certain nombre d'opposants politiques. Dernièrement, il y a quelques semaines, on commémorait l'assassinat de Grimau. Mais je veux dire, ça, ce sont des marqueurs externe, c'est-à-dire que c'est pour marquer le fait que le régime il est toujours là, mais dans la réalité il est en train de se déliter. À l'intérieur de l'armée il commence à y avoir, à l'image un peu de ce qui s'est passé au Portugal, il va y avoir des associations d'officiers qui commencent à vouloir que on sorte du régime dictatorial et qu'on s'achemine lentement vers un régime un peu plus libéral, quitte à ce que ce soit avec Franco, avec la phalange, tout ça, mais ils disent il faut changer les choses, quoi. Faut quand même évoluer. On est dans un monde qui a évolué. Nous, on est encore au Moyen-Âge, quoi, en gros. Donc, il y a ça, c'est-à-dire que même dans les organes de répression, vous commencez à avoir des structures qui se construisent et qui critiquent de façon voilée le pouvoir, qui essayent de changer les choses. Et
signe quand même que le pouvoir n'a plus la puissance qu'il avait autre part, c'est que par exemple, notamment par rapport à ces militaires qui vont critiquer, on ne va pas vraiment les réprimer de façon violente. Certains vont être déplacés, il y en a un qui va faire 3 mois de prison, mais je veux dire, on est quand même relativement une certaine mansuétude vis-à-vis d'eux, peut-être aussi pour ne pas brusquer l'institution militaire. Là, je ne sais pas, il faudrait creuser un peu plus. Mais la question se pose que, globalement, le régime s'effrite tout doucement. Jusqu'en 1975 et la mort de Franco, qui ne voit pas la fin du régime, puisque le régime ne disparaîtra qu'en 1977, hein, avec la loi de constitution et l'élection des premières Cortes démocratiques. Mais durant cette période, j'allais dire, on n'est plus du tout dans cette violence et dans cette force un peu aveugle d'un régime. On est plutôt dans un régime, je dirais, qui essaye de subsister, qui essaye de vivoter et de faire semblant, hein, un petit peu baisser les rideaux et taper pour faire croire que le train avance, quoi, en gros, hein. On est dans cette logique-là. Donc ça, c'est les années 70. Et là, les cibles, ça va être les femmes de mauvaise vie, toujours, hein, parce qu'on est toujours dans cette idée de la pureté. Et donc, ça va être les femmes de mauvaise vie, notamment les prostituées, qui ont des enfants. Et puis, ça va être aussi les femmes les plus pauvres. Non pas le premier enfant, mais on va être là sur des familles nombreuses qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, on va soit leur proposer de donner leurs enfants à l'adoption, ce qui va être minoritaire, soit mettre en place un trafic qui fonctionne comme il fonctionnait depuis 1937, c'est-à-dire l'enfant meurt au moment de l'accouchement et une femme accouche d'un enfant qu'elle ne portait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, un jeu d'écriture. Et ça va être ce qui va fonctionner. Alors bien entendu, là, les gens qui vont se voir attribuer ces enfants, c'est pas forcément, à partir de 1975, c'est pas forcément des cadres du régime, mais ça va être des gens de la bourgeoisie, en mal d'enfants, mais qui ont les moyens de faire survivre et de faire vivre ces enfants, de les prendre comme s'ils étaient à eux. Donc ça a été la dernière période, qui est la période, je dirais, sur laquelle aujourd'hui il est possible d'agir. J'explique ça un petit peu plus loin. J'espère que je ne suis pas trop long là. On va passer au contexte et aux objectifs politiques. Alors, le contexte, bien sûr, c'est à la fois un contexte et un objectif, c'est d'assainir la race espagnole, race noble s'il en est, race fière s'il en est, qui s'est abattardi et qui s'est donné au libéralisme étranger. En gros, c'est ça la pensée. La pensée, c'est que la race espagnole, elle est forcément de gens fiers, forts, etc., croyants, et que là, c'est le fait qu'en Espagne, on ait voulu changer un peu les choses, que les pauvres n'aient pas voulu rester pauvres, que certains riches se soient dit on va devoir partager, parce qu'il y en avait certains qui voulaient aussi partager. Hein. Tout ça, c'est la faute à l'étranger. C'est la faute à l'étranger, c'est la faute à un contexte global de dépérissement intellectuel, moral de l'ensemble du monde occidental, dans lequel les repères qu'on avait dans les années 30 et 40 ont disparu avec la chute du nazisme et la chute du fascisme italien. Ces repères-là qui servaient, je dirais, de faire valoir, ces repères-là n'existent plus. Donc l'Espagne reste une structure. Alors au début, elle a ses repères, et puis là, quand elle les a perdus, elle se referme sur sa pureté et sur cette croisade, la guerre d'Espagne étant considérée par les fascistes comme une croisade. Ça reste sur cette croisade visant à maintenir l'Espagne dans cette pureté idéologique et morale qu'elle n'aurait jamais dû perdre et que les pays autour d'elle perdent. Et que donc il s'agit de s'enfermer au maximum
même si on a besoin de faire des échanges. Et c'est là toute la contradiction de l'Espagne. Et dans cette idée d'assainir la race espagnole, il y a un théoricien qui va... Voilà, un théoricien. Ce théoricien, c'est le colonel psychiatre Antonio Vallejo Nájera Lobón, qui a écrit en 1930 un bouquin qui s'appelle Eugenesia de la Hispanidad, c'est-à-dire eugénisme de l'hispanité, et qui considère que les grèves, les soulèvements, les organisations politiques qui veulent modifier le rapport de force, etc., sont liées à un gène déficient, le gène du marxisme. Voilà. Et oui, vous ne le saviez pas, mais le marxisme est lié à un gène. Et vous savez, il vient d'Allemagne à travers tonton Marx, etc., etc. Bon, mais ça c'est... c'est vrai que nous, on le considère comme une élucubration, aujourd'hui, quoique, un certain nombre de nos concitoyens, peut-être pas. Mais, je veux dire, aujourd'hui, nous ici, je veux dire, entre nous, on sait bien que c'est du pipeau, excusez-moi l'expression, mais on sait bien que ça ne tient pas la route. Mais il n'empêche que lui va écrire un bouquin là-dessus, ce qui va lui permettre de devenir le premier titulaire de la chaire de psychiatrie de l'Université de Madrid. Alors, c'est clair que nous, aujourd'hui, on se dit, mais c'est incroyable que ce type-là ait pu avoir la chaire. Pensons à Alexis Carrel, un de nos généticiens, prix Nobel de physiologie, et fasciste à 250%. Donc, je veux dire, c'est pas parce que la personne est intelligente, éduquée, etc., que c'est pas un salopard. Souvent, on dit, bon, ben, les gens, ils sont bêtes, les gens, ils sont pas assez éduqués, etc., et c'est ça qui donne le terreau du fascisme. Et quand on regarde bien, Speer était quand même un architecte. Goebbels avait fait des études supérieures. C'est-à-dire que l'ensemble des cadres nazis, ben, c'était pas des imbéciles, c'était pas des gens qui n'avaient ni éducation ni rien. C'était des gens éduqués. C'est-à-dire que la culture et l'éducation, elle est un nécessaire pour éviter de tomber dans le fascisme, elle n'est pas suffisante. Et donc, ce colonel, il va théoriser cela et donner un cadre scientifique, entre guillemets bien sûr, un cadre scientifique à la démarche qui vise à redresser et donc à éliminer un certain nombre d'enfants de cadre rouge, donc soit en les plaçant dans un environnement dans lequel leur gène va évoluer différemment, donc dans des cadres du parti fasciste, Movimiento Nacional ou la Phalange, etc. Donc on va les placer là en espérant que ça va faire disparaître ce gène, que la pression du milieu va agir un peu dans une sorte de darwinisme social. Hein. C'est la façon dont l'extrême droite envisage le darwinisme. Hein. Soit, quand ils sont irrécupérables, faut les éliminer. On va faire avorter la mère, etc. Si les parents sont tous les deux très très velléitaires républicains, on va éliminer l'enfant. Si on se dit qu'il n'y aura peut-être pas une chance de pouvoir le récupérer. Mais ça, c'est le cadre dans lequel va se dérouler ce travail-là. Il y a aussi un contexte extrêmement important qu'il ne faut pas oublier. C'est que la guerre d'Espagne, c'est pas une guerre avec un vainqueur et des vaincus. C'est-à-dire que quand on fait une guerre, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, pourtant c'est le grand patron de la pensée militaire, la guerre, ce n'est que de la politique par d'autres moyens. Dans le cadre de la guerre d'Espagne, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans une logique de passer d'une action politique à une action militaire pour revenir à une action politique. Ce qui est la logique de
du fonctionnement de la guerre jusque dans les années 1980 ou 75. Après, ça va un peu se gâter par rapport à ça, mais bon, ça c'est une incise qui n'a rien à voir avec ça. Mais normalement, la guerre, c'est un endroit où il y a des vainqueurs et des vaincus, et le vaincu, on l'a vaincu, mais il reste quelqu'un d'acceptable et quelqu'un avec qui on va traiter et que l'on va essayer de faire changer et de nous faire accepter par lui. Dans le cadre de la guerre que mène l'extrême droite et les fascistes, et là je pense qu'on peut même en parler au présent, il ne s'agit pas de vaincre des adversaires, il s'agit d'anéantir des ennemis. Et que la logique, par exemple, du régime franquiste, c'était pas simplement de gagner la guerre, c'est une fois la guerre gagnée, c'est d'éliminer au maximum, physiquement, mais aussi mentalement, nos adversaires, c'est-à-dire ceux qu'ils considéraient comme des ennemis. Et il s'agissait bien de les faire disparaître physiquement. D'où, quel meilleur moyen de faire disparaître un groupe humain que de le priver de ses enfants. Et de glisser ses enfants dans un autre groupe humain qui va en profiter. Donc on est dans cette logique à la fois d'une soumission inconditionnelle, mais pas simplement, il ne s'agit pas simplement de les soumettre, mais réellement, il s'agit de les exterminer. Pour reprendre un peu le titre d'un des ouvrages de Paul Preston sur la guerre d'Espagne, où il dit une guerre d'extermination, et où il montre bien, le titre espagnol, le titre anglais c'est un Holocaust, Spanish Holocaust, guerre d'extermination. La logique de la guerre d'Espagne, c'est pas une logique de guerre civile entre des gens qui sont pas d'accord. L'Espagne a déjà vécu, au XIXe siècle, une guerre civile extrêmement violente, extrêmement fratricide, mais qui a permis néanmoins après de réconcilier les deux camps. La guerre de 1936 à 1939, dans le camp nationaliste, l'objectif n'était pas de vaincre et de réconcilier, il était de vaincre et d'anéantir. Et ça, c'est, je dirais, l'élément central. Et puis, troisième élément, donc vous voyez un peu quels sont ceux qui soutiennent. Bon, il y en a certains qui sont un peu plus... mettre le bras un peu moins haut, mais quand même. Ça, c'est des religieuses infirmières, hein, donc elles ont participé énormément et de façon active à ces détournements. Elles travaillaient dans les maternités. Elles étaient aux premières loges avec les médecins accoucheurs, mais elles étaient, elles, aux premières loges pour enlever les enfants. Et vous voyez bien qu'elles étaient totalement inféodées. Alors effectivement, toujours dire qu'il y en a plein qui ont été tués, hein. Il y a eu quand même 8000 religieux de tués. Ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que sur les 8600 que l'on comptabilise, il y en a eu quasiment 3000 et quelques qui ont été tués par les nationalistes eux-mêmes. C'est un peu facile de dire qu'il n'y avait que les républicains qui tuaient. Les nationalistes aussi tuaient des religieux, généralement à la base, hein, parce que je veux dire que les anarchistes, les trotskistes, du POUM, etc., ont éliminé un certain nombre d'évêques. Donc ils ont placé. Hein. En revanche, les franquistes, ils ont tué 1 ou 2 évêques seulement, mais ils ont tué énormément de prêtres, parce que les prêtres étaient réfractaires au régime qu'ils mettaient en place. Ils considéraient qu'il était contraire à l'évangile. Et donc, il y en a eu quand même pas loin de 3600 sur les 8600. Donc, ça relativise un peu les choses. Alors, dernier point de ce contexte et de ces objectifs politiques, c'est de construire une façade de pureté, de façon à prouver la réussite morale du nouveau régime espagnol. Au même titre qu'au Portugal, il y avait l'Orden Nuevo, Estado Nuevo, qui était le régime de Salazar, l'Espagne est un monde nouveau, et donc il est moralement supérieur aux autres, etc. Et le fonctionnement, cet enlèvement des enfants, etc., c'est pour montrer qu'en fait, les femmes, non, elle n'a pas d'enfant, elle est célibataire, mais elle n'a pas d'enfant. Bon, effectivement, elle a peut-être été enceinte, mais bon...
Dieu l'a puni et a fait que l'enfant est mort. Bon, il est né ailleurs, mais ça c'est autre chose. Mais on est dans une sorte de logique de la pureté, et pour montrer qu'en fait le régime totalitaire a réussi, il y a une réussite. Et une réussite d'autant plus forte qu'on peut l'opposer au fonctionnement du reste de l'Europe, qui elle vit, j'allais dire surtout dans la dernière période, hein, les années 70, avant les années 70, hein, la libération sexuelle, etc. Donc tout ce qu'il y a de pire pour un régime comme le régime de Franco. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, en 2022, le Royaume d'Espagne résiste d'une façon aussi constante à reconnaître ce crime contre l'humanité. C'est-à-dire que quand on regarde, l'Allemagne a reconnu avoir eu un régime qui a commis des crimes contre l'humanité. Il y a même un chancelier qui est allé demander pardon. L'Espagne, le roi d'Espagne, ni l'ancien ni le nouveau, ne se sont jamais excusés au nom du royaume d'Espagne pour les atrocités, ces atrocités-là. La question c'est comment cela se fait-il? Trois points me semblent expliquer cela. Le premier point, c'est celui de la loi d'amnistie de 1977. En 1977, l'Espagne, avant même de voter une nouvelle constitution, ce qui aura lieu en décembre 1977, avant même de voter cette nouvelle constitution, en décembre 1977, et des nouvelles Cortes en 1978, l'Espagne va en 1977, à la suite d'un certain nombre de situations extrêmement tendues et violentes, notamment la tuerie de Victoria Gasteiz, c'est-à-dire lorsque une trentaine d'ouvriers qui étaient en grève et qui s'étaient massés à l'intérieur d'une église ont été chassés par des lacrymogènes d'une église et abattus, tirés comme des lapins par la Policia Armada extérieure, et où le Premier ministre de l'époque, Suárez, qui était en visite à Bruxelles, n'a pas daigné revenir en Espagne et il a sauté. Il a considéré que c'était normal et ça a, à un moment donné, la pression internationale était telle, parce que c'était tellement inadmissible, que le pouvoir franquiste, parce que c'était toujours un pouvoir franquiste, même s'il y avait le roi, le pouvoir franquiste a décidé qu'à un moment donné, on allait faire une loi d'amnistie. Mettre en place une loi d'amnistie après une période comme celle qu'a vécue l'Espagne, pourquoi pas? Les partis politiques, le PSOE, le PCF, le PCE, ont donné leur accord. Ils ont considéré que c'était un pas important pour eux, puisque cette loi d'amnistie reconnaît la guerre et reconnaît les atrocités commises dans la guerre. Donc ça, c'est un point positif de la loi d'amnistie. En revanche, il y a un élément négatif, c'est que, comme c'est une loi d'amnistie, elle amnistie tous les faits de guerre, mais elle amnistie tous les faits qui pourraient être reliés à des faits de guerre, même découverts postérieurement à cette loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qui a posé gros problème lorsque les familles ont voulu ouvrir des charniers pour pouvoir identifier leurs parents. C'est que le principe même de la loi d'amnistie fait que, certes, on peut ouvrir un charnier, mais on ne peut pas identifier la victime, puisque, en identifiant la victime, il était peut-être envisageable d'identifier les bourreaux. Et que dès lors, la loi d'amnistie les protégeait. Et donc, pour éviter d'avoir à discuter longuement là-dessus, on n'ouvre pas les charniers. Ça a changé depuis à peu près 2010 ou 2015, je crois, avec la loi des mémorials.
Mais il y a cet effet de la loi d'amnistie qui va complètement gommer tous les faits, qu'ils soient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui ont été commis durant la période franquiste, donc jusqu'à la loi, et même postérieurement à la loi. C'est quand même la première fois qu'une loi absout des gens postérieurement à la commission des faits, et, parce que je veux dire, en termes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ils sont au niveau international imprescriptibles. Contrairement aux crimes de droit commun, qui eux ont un délai de prescription qui peut aller de 5 à 20 ans. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Donc là, comme il y avait des risques de crimes de guerre, on a bétonné. Donc ça explique pourquoi, comme ces crimes ont été commis à la fois sous un cadre politique de guerre, ils ont été commis par, je dirais, dans un cadre idéologique d'un militaire, etc. On est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une action liée à la guerre d'Espagne et donc couverte par la loi d'amnistie de 1977. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort et sur lequel le royaume d'Espagne s'arc-boute. Deuxième élément, l'Espagne, contrairement à l'Allemagne, en 1945-46, à l'Autriche, quoique l'Autriche, c'est un peu particulier, puisqu'elle a été considérée comme victime, alors qu'elle n'a pas participé relativement activement, mais en tout cas, l'Allemagne, elle a fait sa purification, même si, bon, je veux dire, on a quand même eu un criminel de guerre, directeur de BND, c'est-à-dire le contre-espionnage allemand, puisqu'il avait une certaine connaissance de la chasse aux communistes durant le Troisième Reich, et que donc, bon, on a considéré que durant la période de la RFA, il ferait un bon expert pour faire de la chasse aux espions des pays de l'Est. Bon. Vous me direz, Felipe González n'a pas fait mieux, puisque pour lutter contre l'ETA, il a fait appel à un des tortionnaires les plus terribles qu'il y avait en Espagne, le commissaire Conesa, qui est mort tranquillement dans son lit, malgré toutes les horreurs qu'il a pu faire. Donc il y a ça, et il y a le fait que dans l'administration d'aujourd'hui, dans le Parti populaire, même si aujourd'hui le Parti populaire il s'est un peu débarrassé de cette engeance, ou du moins cette engeance s'est séparée du Parti populaire, puisqu'elle a créé Vox, le parti fasciste. Mais dans l'administration, dans la haute administration, il y a encore, alors pas des historiques, ils sont vieux, ils ont 90, 95 ans, donc ils ne sont plus dans l'administration, mais ils ont des enfants, et puis leurs idées n'ont pas disparu, et puis on n'a jamais fait l'aggiornamento par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis en question ce que représentait la dictature. Si vous voulez, quand on regarde en Espagne, on se rend compte de façon très claire, quand on regarde les livres d'histoire de l'Espagne, qu'il y a la monarchie jusqu'à Alphonse XIII, il y a la Seconde République, il y a la guerre d'Espagne, dont on parle quasiment pas, puis il y a la période franquiste avec Franco, chef de l'État, point. C'est un peu comme si nous, on continuait à considérer sur le même plan la Troisième République, l'État français de Pétain et la Quatrième République, quoi. Comme s'il y avait une continuité entre elles. En Espagne, historiquement, pour les enfants qui vont à l'école, il y a une continuité. Vous avez même des Espagnols, quand vous leur dites, mais c'est quand même un peu bizarre. Ben oui, mais vous parlez bien de Napoléon. Ouais, d'accord. Mais bon, je veux dire qu'en France, Napoléon, quand on regarde les livres d'histoire, on ne considère pas que c'est un personnage tout blanc. Il a des côtés positifs, certes, mais on relève aussi ses côtés négatifs. Puis Napoléon, il ne s'est quand même pas permis de faire disparaître 2 millions de citoyens français. Il n'a pas fait de camp de concentration. Même dans les pays où il a sévi. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder, effectivement, c'est un autocrate, c'était un dictateur, oui, ok.
Mais, je veux dire, Franco, il est plus comparable à Mussolini et à Hitler qu'à Napoléon. Donc, vous voyez, il y a cette fausse idée comme quoi le régime fasciste espagnol, c'est même pas une parenthèse, quoi. C'est un continuum historique tout à fait naturel. Et puis vous avez, en fonction de ça, le fait que l'Espagne, elle a été condamnée 3 fois par la Commission, par la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été condamnée 3 fois pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité. Et 3 fois, la juridiction a demandé à l'Espagne de modifier sa législation pour permettre aux enfants encore vivants de pouvoir retrouver leurs parents. Elle ne leur demande pas, la CDH ne demande pas à l'Espagne de punir les éventuels, elle demande simplement que ces enfants puissent bénéficier du droit de connaître leurs parents et de savoir ce qui s'est passé. Et se retranchant derrière la loi d'amnistie de 1977, l'Espagne refuse farouchement. À tel point d'ailleurs qu'un juge espagnol qui avait tenté de trouver un subterfuge pour contourner la loi d'amnistie a été révoqué. Baltasar Garzón a été révoqué à cause de ça. Donc vous voyez, il y a une très forte prégnance du fascisme encore en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Tout d'abord, on peut dire que cet enlèvement des enfants était une pratique systémique parfaitement intégrée au système. Il ne s'agit pas d'un accident de l'histoire. On est vraiment dans une mise en place d'une pratique politique au sens physique du terme, de biopolitique, dirait Michel Foucault. On est dans cette logique de la biopolitique, c'est-à-dire le contrôle des corps, parfaitement intégré. On estime, il est impossible d'avoir les chiffres réellement, on estime qu'entre 70 000 et 140 000 enfants ont été enlevés à leurs parents. Il est impossible d'avoir des chiffres, étant donné que dans beaucoup de cas, soit les enfants, c'était durant la période de la guerre, donc aucun registre, soit les enfants passés étaient enregistrés comme morts, donc les parents reçoivent un certificat de décès, et l'enfant a un autre nom et un certificat de naissance au nom de quelqu'un d'autre. Donc elle est ensuite croisée. Ça peut se faire dans certains cas, mais c'est extrêmement difficile. L'amplitude du crime, comme je vous l'ai dit, là, entre 70 000 et 130 000, 140 000, il est impossible à évaluer de façon réelle. Il est possible qu'il y en ait plus. 70 000 semble une limite basse, dans le sens où, je vous ai dit tout à l'heure, entre 1940 et 1943 ou 1945, il y en a déjà 30 000 qui ont été intégrés dans les ordres. Ceux-là, on a une idée. On n'a pas leur identité, mais on sait, puisque c'était une publicité faite par Cuervo Radical, se disant, nous, on en a intégré 30 000, 30 600. Voilà. Donc c'est un crime dont l'amplitude est impossible à évaluer. Aujourd'hui, il existe 2 associations d'enfants volés, c'est-à-dire de personnes qui pensent être des enfants volés, mais qui n'ont pas de moyens matériels de remonter, quoique. Pour tous ceux qui, entre 1977 et 1986, ont été volés, du point de vue juridique, il n'y a aucune difficulté pour qu'ils puissent demander et obtenir cela, mis à part que on a brouillé, on a fait des enfants morts, etc. etc. Mais là, on n'est pas couvert, si vous voulez, on n'est pas dans un truc où on peut dire non, là, vous n'irez pas mettre votre nez dedans. Ça, c'est clair. Mais il y a un certain nombre d'enfants dans ces associations
qui savent parce qu'à un moment donné, la mère adoptive leur a dit « mais oui, non mais en fait, t'es pas mon vrai enfant, t'as été adopté, on t'a enlevé, moi je t'ai acheté, etc., etc. » Et donc les enfants veulent connaître leur filiation et donc ils se sont retournés pour dire « ben voilà, moi ma mère me dit que je suis adopté, ben, qui sont mes vrais parents? Est-ce que je suis né sous X ?» Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait il y a un certificat de naissance, et que donc, on n'est pas dans une procédure d'adoption. Et donc, il faut rechercher qui est la vraie mère. Certains d'entre eux, assez rares, ont réussi à repérer et à retrouver leur génitrice. C'est le cas de Inés Madrigal. Elle a intenté un procès contre la maternité, dans laquelle elle était née en 1969. Donc là, vous voyez, on est en dehors de la période. Mais c'est parce que sa mère et la mère adoptive et sa génitrice se sont reconnues. Et que la mère adoptive savait qu'il y avait une génitrice à qui on avait dit que son enfant était morte. Donc ça lui a permis de remonter. Et elle a donc attaqué en justice en 2005. Le procès a démarré en 2018 et il s'est clos en fin 2021, où elle a été reconnue comme étant un enfant volé. Entre-temps, la religieuse qui a commis le crime, puisque c'est un crime, Sor Maria Gómez Valbuena est morte en 2013, 5 ans avant le début du procès. Et le directeur de la clinique, qui dans un premier temps avait reconnu les faits, qui ensuite s'est retracté, et puis qui au moment du procès était tellement vieux et tellement malade qu'il ne pouvait pas assister, Eduardo Valbuena a été condamné, mais il ne fera pas de peine. Aujourd'hui, il a 92 ans. Mais ça montre bien que dans certains cas, il est possible. Et ça a donné de l'espoir, mais ce qui est quand même le plus terrifiant là-dedans, c'est 2005, où elle sait qu'elle a été adoptée, 2021, 16 ans plus tard, où on lui donne raison sur ce point. Alors, un des éléments que les associations d'enfants volés vont réutiliser, c'est la jurisprudence que cela crée. Sachant que ça va être extrêmement difficile, en fonction de tout ce que je vous ai dit, mais ça crée une jurisprudence qui, certains enfants... Alors aujourd'hui, je dis les enfants volés, mais vous imaginez bien que certains, ils ont 70 ans. Inés Madrigal a 59 ans aujourd'hui. Elle est née en 69, donc elle a même plus que ça. Donc un certain nombre d'enfants sont morts. Ceux pour lesquels ça pourrait être le moins difficile, ce sont ceux qui sont nés, qui ont été volés entre 1977 et 1989, puisque là, nous n'étions plus dans la couverture par la loi d'amnistie, puisque la loi d'amnistie ne s'oppose qu'à ce qui s'est passé durant la période franquiste. Voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. Alors voilà cette terrifiante photo peinte par Goya au moment de la première guerre civile espagnole, en 1832, et qui, en fait, donc là c'est une biographie. Ah non, j'avais quelque chose avant. Ah voilà. Et tout ce que je vous ai dit, ben, je l'ai repris dans ce roman policier qui s'appelle Jour de colère, dans lequel un commissaire français, confronté à l'assassinat de 2 religieuses à Nancy, se demande pourquoi est-ce qu'on veut assassiner 2 religieuses, quoi. Et qui, en remontant la pelote, va se rendre compte qu'en fait, elles ont trempé dans ce terrible crime contre l'humanité. Je vous remercie et je reste ouvert à vos questions. Dans les mêmes conditions, mais... Alors en Argentine, c'est, je dirais, ça a été moins intelligent.
dans le sens où on enlevait les enfants directement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Argentine, on a enlevé les enfants aux mères qu'on faisait disparaître. C'est les mères qu'on faisait disparaître avec leur enfant. Et donc l'enfant ensuite était confié à des cadres du militaire ou des cadres du parti péroniste à l'époque. La situation est un petit peu différente dans le sens où il n'y a, malheureusement je dis il n'y a, mais c'est 2000 enfants qui ont subi ce sort, mais c'est quand même 2000 drames. Mais je veux dire, comparé à l'Espagne, c'est totalement différent. Mais on est là dans quelque chose qui est, je dirais, un des points communs des dictatures. C'est ce besoin de s'approprier l'enfant pour le mouler. Parce que ce qu'il y a bien derrière, c'est le besoin de conformer l'enfant à quelque chose en dehors de la famille. Et c'est le fait de penser qu'il y a des familles qui conforment mieux que d'autres, et que donc on va les confier à ces familles-là. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire dictatorial, dans l'imaginaire des dictatures. Ce besoin d'un contrôle total. Autant dans une démocratie, on peut se permettre, et on trouve tout à fait légitime qu'il puisse y avoir des pensées déviantes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des pensées non normées par rapport à la pensée générale, autant dans une dictature, c'est quelque chose d'insupportable. Et je crois que c'est ça qui est derrière. Et ensuite, on va mettre en place toute une série de, comment dirais-je, de bonnes raisons de le faire, hein, pour ensuite se donner bonne conscience. Voilà. Oui. Vous savez, si encore aujourd'hui, les charniers peuvent être ouverts et fouillés. Il me semble avoir vu, il y a quelque temps, dans un film de Le dernier d'Almodovar. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Excusez-moi, mais pas du tout. Pour une mère à qui on avait enlevé l'enfant, on lui avait dit à la naissance, il est mort. Oui. Et donc, on ne va pas vous le montrer parce que vraiment ça ne va pas, il est vraiment mort, on va l'enterrer. Et quelques années après, on a trouvé un endroit où il y avait ces enfants, le sien et d'autres, enterrés. Et dans ce cercueil qu'on a ouvert, il y avait des pierres, il y avait des roches, voilà. Donc en fait, on avait menti à la maman. L'enfant n'était pas mort. Et ça rejoint ce que vous avez dit, effectivement, il avait été pris pour mettre dans des familles qui avaient bien éduqué, n'est-ce pas, dans la tradition franquiste, même si Franco n'était pas là, maintenant ça revenait au même. Avec des idées nationalistes, voilà. Bien catholique. Oui, oui. Ouais. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on continue au jour d'aujourd'hui à ouvrir ce genre de choses, de charniers? Oui, vous avez évoqué l'Europe et les 3 condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme il s'agit d'un crime contre l'humanité, les valeurs de l'Europe qui nous sont mises en avant tous les jours depuis 10 ans, etc. Le juge Garzón espagnol, il a été démis de ses fonctions parce qu'il enquêtait, parce qu'il voulait aller au bout. Quel rôle a joué l'Europe à ce moment-là? Parce que quand la justice polonaise se distingue, s'étatise, etc., et la Hongrie, etc., que fait l'Europe? Si on est d'accord que c'est un crime contre l'humanité, on est étonné d'un silence pareil. Et il y a une question qui concerne les disparus. Ce sont 2 choses différentes. Donc là, moi j'ai parlé des enfants volés. En ce qui concerne les disparus, depuis, alors de mémoire, hein, je crois que c'est depuis 2015, les Cortes espagnoles ont voté une loi qui s'appelle la Ley de Memoria et qui permet justement d'ouvrir et d'identifier les morts. C'est quelque chose qui est relativement utilisé aujourd'hui, mis à part que la quantité et la surface géographique à passer au peigne fin est énorme. On imagine bien qu'1 million et quelques de corps, c'est pas dans... Alors il y a des endroits où on sait, il y a des endroits où on a historiquement, c'est renseigné. On sait dans tel cimetière, on
c'est à Madrid, el cementerio de la Almudena, on sait que là, 80 personnes ont été fusillées et enterrées au pied du mur du cimetière. Et on a aujourd'hui l'identité de chacune de ces personnes. On a d'autres lieux où, par, je dirais, tradition orale, on sait que dans tel lieu, il y a certainement un charnier. Il y a des endroits qui sont des terres infertiles, c'est-à-dire que les agriculteurs refusent de cultiver parce que quand ils passent la charrue dessus, ils sortent des ossements. Donc, on sait donc que dessous, mais pour que, je veux dire, qu'on ouvre le charnier, il faut qu'il y ait des familles qui aient de bonnes présomptions de penser qu'un des leurs est là-dedans. C'est la limite qu'il y a, et c'est la limite qui est posée par la loi d'amnistie. La loi des Memoria permet aux familles ayant une idée de l'endroit où peut être enterré, où peuvent être les restes de leur familier, ils peuvent demander l'ouverture. Ensuite, on va ouvrir, on en trouve d'autres, donc on va essayer de savoir, on les identifie, on les rend à la famille, etc. Mais il faut qu'il y ait une démarche de la part de parents par rapport à des familiers disparus. C'est-à-dire que ce qui devrait être la logique, c'est-à-dire la recherche systématique et l'ouverture systématique des charniers et la tentative d'identification des victimes qui sont dedans et l'enterrement de ces restes, semble être la moindre des choses. Mais ça, c'est pour l'instant encore impossible. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre aux deux aspects de votre question. Je ne sais pas si j'y ai répondu vraiment, mais... Sur les comparaisons avec l'Argentine, et il s'est passé aussi en France, à La Réunion, c'était le vrai Premier ministre, on a et avec la complicité évidemment des maternités, etc., on a fait croire à des femmes que leurs enfants... Voilà, et tout ça pour... le prétexte c'était qu'il fallait repeupler la Creuse, mais ce que je voulais dire c'est que si on essaie de prendre un peu de hauteur, ça touche aussi au patriarcat, parce que ces fascistes en Espagne, c'était tous des bons hommes. Ils ont utilisé les religieuses, ils ont utilisé les infirmières, mais le pouvoir c'était le pouvoir des hommes. En Argentine, les fascistes c'était le pouvoir des hommes. Debré et sa clique en 58, c'était aussi des hommes. Voilà, je voulais faire cette précision. Alors, qui, aux éditions du Caïman, qui parle de ce vol d'enfants, en sachant qu'il y a deux situations différentes. Une situation qui est minoritaire, qui a été celle où on a enlevé les enfants réellement. La situation majoritaire, ça a été une situation dans laquelle on a payé les familles sur place pour qu'ils laissent partir leurs enfants en leur faisant miroiter que leurs enfants arrivés en métropole feraient des études et pourraient avoir un bon métier. Alors qu'arrivés en métropole, ils ont été mis dans des exploitations agricoles qui étaient dans des situations de dénuement le plus total, dans l'un des départements les plus pauvres de la France à l'époque, dans les années 60, et que, en fait, j'allais dire, d'élévation, ces gamins, ils se sont retrouvés, en fait, à faire un boulot d'animal de somme. Mais vous avez raison de le souligner, on est bien dans cette logique-là, mais on n'est pas dans une logique, on est dans une logique d'exploitation humaine. On est dans une logique de trafic humain. On n'est pas on ne va pas jusqu'au bout de la logique argentine ou espagnole qui est une logique réellement de disparition. Là, on est dans une logique économique et d'exploitation. On va exploiter des enfants, on fait croire on va exploiter des enfants. On n'est pas tout à fait sur le même registre, mais je vous rejoins sur le fait que, j'allais dire, il n'y a pas de quoi être fier. Et on a un contrôle sur les masses. C'est-à-dire qu'on va contrôler les masses, c'est-à-dire la quantité de gens, et on va contrôler la façon dont les gens se comportent, donc biopolitique et ethnopolitique.
Et entre les deux, qu'est-ce qui fait le joint d'articulation? C'est la thèse de Foucault, c'est la sexualité. C'est pour ça que la sexualité est réprimée dans le patriarcat. Parce que ça permet de faire fonctionner, d'articuler les deux points. On articule le contrôle du corps, on articule le contrôle de la population. Contrôler la sexualité, c'est contrôler le nombre d'enfants. Contrôler la sexualité, c'est contrôler aussi l'état physique des enfants, hein, l'eugénisme. Je veux dire, Galton, c'est ce qu'il prenait. Je veux dire, c'est une idée du 18e. Tout ce qu'ont mis en place les fascistes au XXe siècle, ça existe déjà au siècle des Lumières. Ça existe déjà à la fin du XVIIIe siècle. La seule différence, c'est qu'au XVIIIe siècle, on ne savait pas comment faire. Le XXe, on avait les moyens de le faire. Et quand on avait les moyens, on l'a fait. C'est ça qui est horrible. J'imagine que cette personne qui a mené l'action en justice n'a pas été la seule. Donc c'est une question. Est-ce qu'il y a eu de la part soit des enfants volés eux-mêmes quand ils ont su qu'ils étaient volés, soit des associations d'enfants volés, des actions d'ampleur comme, bon, alors c'est vrai que c'est pas le même contexte, mais les mères de mai ou les grands-mères de mai en Argentine qui ont réussi avec des systèmes, avec l'ADN, enfin ils ont mené un grand combat pour retrouver tous les enfants. Est-ce qu'il y a eu des choses de ce type, même si j'ai bien compris que le contexte n'était pas pareil? Alors, de répondre à cette question, parce qu'en fait, la difficulté pour les associations d'enfants volés, c'est qu'ils sont sur, je dirais, l'hypothèse qu'ils sont volés. Ils n'ont pas d'éléments probants. Ils n'ont pas de moyens de remonter. Ils savent simplement parce qu'ils ont ouï dire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne ressemblent pas du tout à leurs soi-disant parents, parce que mille raisons, je veux dire, ils se disent on a été volés. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le combat de Inés Madrigal est le seul sur la trentaine qui ont réussi à construire des dossiers, à être arrivés jusqu'à un procès. Et parce que c'est des faits relativement proches. Elle est née en 69, alors il y aurait des choses qui pourraient être faites pour ceux qui sont nés entre 77 et 86, ils sont beaucoup plus jeunes et ils sont dedans. Mais je veux dire, plus on va remonter, plus la preuve du rapt va devenir difficile. Donc, il y a des actions qui se tentent. Alors aujourd'hui, le fait que Inès ait obtenu gain de cause, à mon avis, va aider. Mais c'est depuis l'année dernière qu'elle a gain de cause. C'est-à-dire, ça va certainement faire jurisprudence pour les quelques cas qui existaient jusqu'à présent. Ça va peut-être conforter aussi dans les associations d'enfants volés des stratégies. Parce que ce qui leur a fait problème, c'est quelle stratégie on développe. Lorsque Garfon a essayé une stratégie pour ça, il a sauté, quoi. C'est-à-dire qu'on est là face à quelque chose où il faut trouver une stratégie qui soit pertinente et payante. Et ça, c'est pas toujours évident. Inés Madrigal a eu la chance que et sa mère adoptive et sa génitrice se soient rencontrées à un moment donné. Sa mère adoptive, à un moment donné, lui a dit « Tu as été adoptée, tu n'es pas ma fille, même si tu as un acte de naissance à ton nom, etc., tu n'as pas d'acte d'adoption, tu es une enfant adoptée malgré tout. Ta mère, je pense qu'elle venait de telle maternité, puisque c'est dans la même maternité que moi j'ai été censé accoucher. Donc, elle a pu remonter. Mais, j'allais dire, c'est extrêmement... vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 difficile à construire en termes des chevaux. Ensuite, il faut faire les tests génétiques, etc. Il faut que les personnes soient vivantes. Sinon, il faut obtenir l'autorisation d'exhumation sur une simple hypothèse. Là, le cas s'est présenté que ces deux femmes, à un moment donné, se sont rencontrées. Et que l'une a dit, tiens, j'ai mon enfant tel jour, et moi j'ai perdu mon enfant tel jour. Quoi. Voilà. Et ça a fait fonctionner l'esprit de la mère adoptive de Inès,
qui a dit, bah, écoute, tu as été adopté et puis il faudrait que tu rencontres ta mère. Et donc la fille a rencontré sa mère. Et c'est à partir de là qu'elle a construit. Et c'est ça qui a permis de valider, quoi. C'est le fait que, en fait, il y a eu un crime qui a été commis. C'est pas l'adoption, c'est le crime qui a été commis par une religieuse et un directeur de clinique. Et donc là, il y avait des éléments qui ont permis que ça aboutisse. Mais vous imaginez, entre 2005 et 2021. À l'arrivée de Castro, l'église cubaine a enfermé des enfants, a pris des enfants, en leur disant évidemment qu'il ne fallait pas qu'ils restent dans un pays aussi pareil, et les a emmenés aux États-Unis, et beaucoup n'ont pas été retrouvés par leurs parents. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous savez, dans le système éducatif espagnol, de quelle façon est abordée cette période de l'histoire, parce que maintenant, je pense que cette tragédie, même si les responsables ont toujours la volonté de l'occulter, c'est difficile. Il y a des associations, comme vous l'avez indiqué, il y a eu un procès. Est-ce que vous savez donc de quelle façon, dans le système éducatif espagnol, cette période est abordée? Alors, la période des enfants, la réponse est très simple. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas du tout de... À aucun moment... moi, j'ai rencontré... lorsque j'ai écrit ce bouquin, j'ai fait des conférences dans des salons, et notamment un salon binational, franco-espagnol, où il y a des Aragonais qui venaient. Et j'ai eu une réaction de 2 personnes qui, en Aragon, m'ont dit « mais nous, on découvre. Alors déjà, la guerre d'Espagne, nous, on connaît parce qu'on lit des bouquins français, et parce qu'en Aragon, on a aussi des publications, etc. Mais au niveau du système scolaire, on en parle vraiment à minima, quoi. Hein, système scolaire, c'est en Espagne, il y a eu une guerre entre 1936 et 1939, et il y a eu des assassinats de prêtres qui ont expliqué pourquoi il y a eu le soulèvement. Franco a gagné la guerre, et Franco est resté jusqu'en 1975, où il est mort, et c'était un chef d'État. Point. Voilà. Hein, vous imaginez qu'on dise la même chose pour Pétain. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Donc ces 2 Espagnols m'ont dit, mais là, nous on découvre quelque chose qui est totalement inconnu pour nous. Ils disent, mais c'est inimaginable, quoi. Et les Espagnols qui accèdent à ça à travers, pas simplement mon bouquin, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a une bande dessinée qui a été écrite là-dessus, en espagnol justement, qui a été traduite en espagnol et qui est diffusée en Espagne. Les Espagnols, quand ils découvrent ça, ils tombent des nues, quoi. Parce que pour eux, au niveau scolaire, c'est silence, on regarde ailleurs. Voilà, donc voilà, on peut comprendre. Oui, comment a été qualifié ce crime, exactement, je viens de le dire. Ouais. Ah, si c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Le fait de voler, de faire un enlèvement d'enfants, d'un point de vue organisé par un État, dans une situation de guerre ou dans une situation normale, est considéré comme étant un crime contre l'humanité. Ça fait partie des crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a une volonté de destruction de la personne à travers l'acculturation de l'enfant. Et c'est valable, alors je fais une incise, c'est valable pour le Canada avec les populations inuites, c'est valable pour l'Australie avec les aborigènes. Tout le monde fait profil bas parce que vous imaginez quel tollé ça ferait si réellement on commençait à poursuivre. Mis à part que l'Australie a reconnu et a demandé pardon, et que le Canada, depuis 5... ça fait 1 an ou 2, où Trudeau a reconnu le crime et demandé pardon. C'est d'ailleurs la même association, la même congrégation religieuse qui a fait en Espagne, mais aussi au Canada. Et vous avez entendu parler de ces 800 cadavres d'enfants
enfants retrouvés dans un monastère, c'était aussi les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul. Alors dans le livre, il porte un autre nom. Alors moi, il me semble, je ne me souviens plus exactement, mais je regarde souvent TV13. Et sur TV13, il y avait eu un reportage à ce sujet. Et il parlait de la création d'une banque d'ADN, justement, où tous les enfants qui pensaient être des enfants volés venaient déposer leur ADN, et où toutes les mères qui pensaient qu'on leur avait volé un enfant venaient aussi déposer leur ADN pour que les mères et enfants puissent se retrouver. Ah oui, ça je l'ignorais. Je ne suis pas dans les arcanes de Bruxelles. Disons que ce qu'il faut comprendre par rapport à l'impuissance qu'il y a par rapport à ça, puisque il y a une impuissance, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme donne et pose des arrêts, hein, mais qui ne sont strictement pas contraignants. C'est pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme condamne un pays qu'il y a la moindre contrainte contre le pays. Elle n'a pas de pouvoir policier, si vous voulez. Hein. Une cour de justice française qui poserait un arrêt comme ça, la justice saisirait la police pour arrêter les personnes. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas ce pouvoir. La Cour européenne des droits de l'homme, allez, je vais être gentil, c'est une danseuse, quoi. On se donne bonne conscience, on condamne les méchants, mais bon, on condamne comme ça. Je vous remercie et je recevrai la